Alors, je vais commencer par les moins connus pour terminer avec les plus populaires. Je vais introduire la personne, puis sa pensée et aussi son apport au management de la qualité. Alors, je vais commencer par Philip Crosby, qui est un homme d'affaires et qui est l'auteur qui a contribué qui est un homme d'affaires et un auteur aussi, et qui a contribué aux théories de management et aussi aux pratiques de la qualité, de la gestion de qualité. Il a initié le programme Zéro Défaut, euh, qu'on a déjà vu lorsqu'on a parlé en fait de l'assurance qualité, dans une compagnie aéronautique, Martin, où il a travaillé comme directeur de contrôle qualité, chargé d'un programme sur les missiles. Et on lui doit une réduction de rejet et de rebut de 25%. Euh, il était consultant et il a un livre qui est très très populaire. Il s'appelle Qualité, Quality is Free. Et il a une fameuse citation qui est l'équivalent de zéro défaut, où il dit faire bien du premier coup. Donc ça, c'est un principe de la qualité. Et vous allez voir en fait que tous les principes de qualité sont des principes de bon sens. Alors sa pensée s'articule sur, on va dire, trois éléments. Même si on peut dire que les trois éléments chevauchent. Alors là, le premier, c'est la conformité entre les résultats du processus et les spécifications de départ, c'est-à-dire réduire l'écart euh, entre les résultats obtenus et les résultats souhaités. Le zéro défaut, c'est-à-dire faire bien dès le premier coup, c'est-à-dire réduire les défauts dans chaque processus. Et il a joué aussi en fait sur le coût de la non-qualité comme un critère décisif pour choisir en fait d'adopter un système de qualité. Alors le système de qualité pour lui doit être fondé sur la prévention des défauts, c'est-à-dire on ne doit pas les subir, on doit les anticiper, chercher la cause source. Et cette prévention, bien sûr, qui nécessite en fait des ressources, elle a un coût, doit être justifiée par le coût de la non-qualité, c'est-à-dire pour se convaincre de mener un système de qualité, il faut regarder le coût de la non-qualité, c'est-à-dire mettre dans une balance le coût de la non-qualité, le coût de qualité, et voir combien ça coûte la non-qualité pour se convaincre d'adopter un système de qualité. Alors le deuxième que j'ai choisi, c'est Joseph Durand. À la base, c'est un ingénieur en électricité de l'université Minnesota. Il commence son activité au département contrôle de production à l'entreprise Bell Telephone. Alors, on peut dire qu'il était considéré surtout par Ishikawa comme le principal fondateur de la démarche qualité, gestion de qualité. Il développa de très nombreux concepts, méthodes ou outils de qualité. Alors, il propose pour le management de la qualité trois objectifs, à savoir la planification de la qualité, c'est-à-dire consiste à développer des produits et les processus aptes à répondre aux besoins des clients. Donc ici, on commence à avoir d'autres concepts, les besoins clients, imaginer l'entreprise comme un ensemble de processus, ce qu'on va voir en détail par la suite. Le contrôle qualité, ramener la performance au niveau de ce qui a été défini comme étant la norme.
Un de ces derniers concepts, c'est l'amélioration continue, c'est-à-dire porter la performance à des niveaux jamais atteints. Donc, euh, on va dire ici trois principaux mots-clés qui sortent de chez Juran, c'est le besoin client, anticiper la qualité et de s'améliorer d'une manière continue. Alors, un de ces cris d'alarme, on va dire une citation qui est assez connue en fait de Juran, c'est lors de la crise mondiale, la crise économique mondiale ou la crise industrielle, où la marchandise japonaise prenait le dessous sur la marchandise américaine ou occidentale en général. Et ils ont cherché en fait pourquoi le Japon a tellement réussi en fait cette crise. Ils ont vu qu'il a adopté vraiment une démarche. Ben, il a dit cette phrase qui était assez, assez connue dans le domaine en Amérique. Si le Japon le peut, pourquoi pas nous? C'est-à-dire que on peut adopter cette démarche qualité. C'est pas quelque chose de très difficile. C'est une discipline, c'est un bon sens, donc c'est possible de le faire. À mon tour, je répète la même chose. Si le Japon le peut, alors je vais dire si le Japon le peut, pourquoi pas nous, les Marocains. Alors là, je vais vous parler de Ishikawa, un des noms qui est assez connu, que vous avez peut-être déjà entendu. Alors Ishikawa, c'est un ingénieur japonais chimiste à la base. Il devient professeur auxiliaire à l'université de Tokyo, où il poursuit ses recherches et il va devenir après membre du groupe de recherche sur le contrôle qualité. Alors, c'est lui qui a lancé en fait le mouvement des cercles de contrôle de la qualité. Le cercle de contrôle qualité, ça consiste à regrouper les personnes qui interviennent directement sur une tâche précise et d'en discuter en fait les problèmes, d'analyser, de régulariser, de trouver les solutions. Ça s'appelle un cercle. Alors c'est lui qui est à l'origine en fait de cette démarche et qui va même la- qui va même écrire en fait des bouquins pour l'expliquer en détail. Puis il sera à l'origine, pour le moins, un des fondateurs de la Total Quality Control. Il a développé aussi certains outils. Alors, celui qui est très connu, qu'on appelle aussi diagramme d'Ishikawa, c'est le diagramme cause à effet. On va le voir en fait lorsqu'on va parler en fait des outils dans la partie de la roue de Deming. Alors, un autre nom qui, euh, qui est un des fondateurs de la qualité, c'est Shewhart, Walter Shewhart. C'est un physicien et statisticien américain. Il a travaillé aussi à Bell Telephone. Euh, il a été chargé à Bell à définir une démarche il était chargé pour définir une démarche d'assurance qualité car il travaillait sur son sujet de thèse et c'était la théorie de variation. Alors lui, il s'intéressait au processus et bien sûr au processus et il s'intéressait à la variabilité ou la dispersion des résultats. C'est-à-dire qu'un processus, on arrive difficilement à reproduire deux produits qui ont les mêmes caractéristiques. Alors cette dispersion, cette différence-là, c'est ce qu'on appelle en fait la variation. Il essaie en fait de l'étudier et il a étudié en fait la variabilité des processus en utilisant, il a mis au point en fait un outil qui est un outil très graphique qui permet en fait de mesurer cette dispersion ou cette variabilité des processus grâce à un outil graphique qu'on appelle les cartes graphiques ou les cartes de contrôle.
au graphique de contrôle. Il y a plusieurs noms pour dire la même chose. Alors, comme je l'ai marqué ici, il a mis au point la méthode des graphiques de contrôle de la qualité d'un produit sans recourir à une théorie mathématique. Le dernier dont je vais parler ici, c'est l'américain Edward Deming. Alors, il est introduit comme ou présenté comme un statisticien, mais il faut savoir que son background, il a obtenu une licence en électrotechnique, puis une maîtrise en mathématiques et physique, puis son doctorat à la prestigieuse université de Yale euh, en maths physique. Donc son background, on va dire, c'est un physicien. Euh, mais il est décrit comme un statisticien et aussi un consultant américain. Son nom, il est bien attaché à la notion de la qualité dans l'industrie, mais il faut savoir qu'il a enseigné en fait dans toutes les branches de management. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, il contribuait au programme de l'amélioration de la production des industries d'armement aux États-Unis, mais ça, c'était pas très quelque chose qui va le définir comme un fondateur en fait de la qualité. Il fallait qu'il se déplace au Japon. C'est là où il va faire sa vraie carrière. Alors, au Japon, il va participer à la reconstruction en fait, de l'économie et l'industrie japonaise. Donc, il donnera des conférences, des formations aux ingénieurs et aux cadres de ces entreprises. Il va bien sûr se concentrer sur l'amélioration des concepts, des procédures, de la fabrication et la vente des produits grâce à des nouvelles méthodes, notamment des méthodes statistiques qu'il a, qu'il a découvert aux États-Unis, qui s'est inspiré en fait dont il s'est inspiré en fait des travaux de Shewhart. Alors bien sûr, il va être reconnu au Japon, donc et il va être décoré en 1960 euh, par, on va dire, un titre équivalent à la Légion d'honneur dans l'ordre de seconde classe du Trésor sacré. En fait, c'est la plus haute distinction que peut recevoir un étranger par le roi et l'empereur en fait du Japon. Alors ça, c'est sa vie. On va dire c'est un résumé en fait de une description de Edward Deming. Peut résumer. Alors si j'ai à résumer en fait sa pensée et sa philosophie de qualité, je peux dire en fait que cette phrase-là le fait bien. C'est-à-dire qu'il lui, il voit en fait que la plupart des défauts des produits étaient provoqués par des défauts du management plutôt que par des ouvriers négligents. Donc lui, il propose en fait de reconcevoir tous les processus qui sont, on va dire, qui donnent lieu à des produits non conformes. Donc, à la place en fait de voir les ressources, on va dire les ressources humaines, c'est plutôt repenser en fait comment les processus sont pensés ou sont mis en place. Alors, je vais donner juste un exemple en fait un exemple pratique ou on va dire qui va traduire cette pensée de qualité, c'est le Pokayoke par exemple. Alors, le Pokayoke, c'est un système mécanique ou un dispositif mécanique. On peut le traduire par détrompeur ou anti-erreur et qui permet en fait d'éviter des erreurs d'assemblage, c'est-à-dire le montage des deux parties se monte d'une manière unique.
Et on met un tel système qui permet en fait d'éviter un montage, un montage euh, qui va causer en fait des erreurs. Alors, si vous étudiez en fait la pensée ou la philosophie en fait de Deming, vous allez certainement rencontrer en fait ce qui est connu sous le nom de 14 points de Deming. Alors, les 14 points de Deming sont un ensemble en fait de recommandations de bon sens pour arriver à mettre en place un système de qualité et d'amélioration continue. Alors, parmi ces points, j'ai choisi certains, les 8 premiers points, mais il y en a 14 en tout. Je donne comme des exemples, vous allez voir que ça vient en fait du bon sens. Le premier, c'est de commencer par créer un objectif constant d'amélioration. Et de toute façon, cela, ça va se répéter lorsqu'on va parler en fait de la norme ISO 9001. Vous allez voir en fait que la norme ISO 9001 2015 adopte en fait c'est pas mal ou certainement en fait la majorité en fait de ces points qui ils étaient développés par Deming. Alors s'améliorer constamment et continuellement, enseigner et institutionnaliser le leadership. Vous allez voir que dans la norme ISO 9001, il y a carrément une partie dédiée au leadership. S'améliorer constamment et continuellement aussi, en fait, il y a une partie dans la norme qui parle en fait de l'amélioration constante et continuelle ou continue. Et donc lui, en fait, il a développé ces points et il a détaillé pour tout ça dans le but en fait d'instaurer un système de qualité qui permet de résoudre les problèmes et aussi assure une amélioration continue dans le but de satisfaire les clients, les exigences des clients. Alors, je vais parler maintenant du cycle de Deming, ou plutôt la roue de Deming. Alors, c'est un outil qui rendra célèbre Edward Deming, même si lui, il ne préférait pas cette appellation, car c'est une démarche qui le doit à Shevart, et bien sûr, lui, il l'a amélioré. Et mais lui, il l'appelait pendant qu'il enseignait au Japon ce cycle, il l'appelait cycle de Shevart. Mais sa préférence à lui, en fait, à Deming, c'est de l'appeler PDCA. Alors, ce cycle va lui permettre de mettre en pratique sa pensée et sa philosophie qu'on a introduit récemment, c'est-à-dire agir sur le management et non pas sur les ouvriers. Alors, l'objectif de la PDCA, c'est de principalement résoudre les problèmes sur tous les niveaux et aussi d'assurer l'amélioration continue de la qualité des produits ou de services. Alors, on peut voir sur la diapo les phases d'amélioration ou d'évolution en fait, de ce cycle pour qu'on arrive à sa forme finale qu'on va introduire en fait ici. Alors au début en fait il se composait de trois phases, c'était connu sous le nom en fait de Shevart cycle ou cycle de Shevart. Puis Deming il a rajouté en fait une quatrième phase qui va l'améliorer pour donner en fait un cycle ou une roue en fait de quatre phases. Alors les quatre phases qui composent en fait cette roue de Deming, il y a la planification, c'est-à-dire on commence par planifier, plan, puis lorsqu'on fait notre planification, on essaie en fait de la réaliser sur une échelle qui est réduite. Après cette réalisation, on va faire une vérification, un check, et là, on va faire une autocritique, une auto-évaluation et rapporter en fait dans la quatrième phase toutes les modifications et ainsi appliquer en fait ces modifications sur une large échelle. Alors ça, c'est les quatre phases qui composent en fait cette roue. On va les détailler dans la suite et je vais essayer en fait à chaque phase, lorsque je la détaille, d'introduire les outils qu'on va utiliser dans chaque phase.
Alors, je rappelle une chose. Deming disait en fait que cette roue de Deming, elle sert surtout à transférer une idée, c'est-à-dire la planification, une idée en action, la réalisation, et une action en connaissance. Et comme ça, en fait, on va assurer cette amélioration continue en fait de n'importe quel système on fait appliquer en fait cette roue de Deming. Alors, il existe d'autres cycles en fait de résolution de problèmes et d'amélioration continue. Alors nous, on va se concentrer sur le premier, celui que j'ai introduit, c'est-à-dire la route Deming ou plutôt la PDCA. Alors les autres cycles, c'est le DMAIC. Et le DMAIC, c'est un cycle aussi d'amélioration continue et résolution de problèmes, mais qui est toujours associé au projet ou à la méthode de Six Sigma. C'est-à-dire, pour conduire un projet de Six Sigma, généralement, on fait appel en fait à la DMAIC. Alors, il était développé par la société Motorola. De toute façon, on va y revenir par la suite. Alors, Six Sigma, c'est quoi? C'est une méthode qui est statistique. Elle se base sur la dispersion, l'évaluation en fait, de la dispersion d'un processus. Six Sigma, c'est l'équivalent d'un écart type, c'est-à-dire 6 fois l'écart type. L'écart type qui est la racine en fait carrée de la variance, et on mesure en fait la dispersion du processus pour évaluer en fait sa variabilité. Alors la deuxième c'est A3 développé par Toyota et le 8D. Alors ce que j'aimerais bien ici souligner, c'est que chacun il a développé sa méthode, mais toujours on peut trouver en fait les mêmes étapes en grande ligne. Par exemple, ici en PDCA ou planifié, c'est l'équivalent, on peut dire en fait que définir, mesurer, analyser. Tout ça, ça rentre en fait dans le cadre de la planification. Ou on peut le trouver de même dans la case en fait clarifier le problème, qui est définir, équivalent de définir, le décomposer, définir la cible, analyser les causes racines, développer les contre-mesures, tout ça c'est toujours dans la planification, qui est dans la méthode A3. Et aussi on retrouve ça en fait dans le 8D. Comme j'ai dit avant, la DMAIC qui Define, Measure, Analyze, Improve and Control est une composante des projets de Lean Management, c'est Sigma. Euh, c'est la méthode qui permet en fait de mettre en place en fait cette approche de Six Sigma. Elle a été inventée au sein des usines Motorola. Le A3 c'était développé par Toyota. C'est aussi un outil en fait de résolution de problèmes. Alors A3 ça vient de quoi? Ça vient en fait que pour répondre aux points soulevés auparavant, c'est-à-dire il faut les mettre dans un bout de papier dont les dimensions, c'est le A3, qu'on connaît, la dimension A3. Donc il ne faut pas dépasser en fait la description ou la résolution de problème sur un papier de A3. C'est pour ça, d'où le nom en fait de cette méthode-là. Alors il a été développé au sein de la société Toyota. Donc son format A3 force les rédacteurs à se limiter à des points prioritaires, évitant ainsi une dispersion des forces. Et pour la dernière, le 8D, c'est Ford en fait qui l'a mis en place en 1987. Alors je termine cette vidéo par une introduction sommaire de ce cycle PDCA. Pourquoi je vais le faire? Parce que je vais vous demander à la fin, j'aimerais bien que vous fassiez cet exercice chez vous. Je vous ai déjà téléchargé en fait la norme ISO 9001, et ça serait mieux de télécharger aussi la norme ISO 9000 qui est dédiée en fait au vocabulaire utilisé en fait dans la 9001. Et pour la version, c'est le ISO 9001 2015, c'est-à-dire la dernière version. Alors, ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de lire d'une manière superficielle en fait la norme, de regarder son sommaire et d'essayer de caser ou de classifier
le sommaire, ou les parties de la norme, dans ces étapes de la PDCA. C'est-à-dire, par exemple, planifier, l'étape planifiée, quels sont les chapitres dans la norme, ou les parties dans la norme, qui sont dédiées à la planification. Et vous allez les mettre, juste leur numéro et les titres. Quelles sont aussi les parties qui sont chargées ou qui traitent la réalisation d'un projet, et qui sont bien décrits en fait, les exigences qui sont décrites dans la norme. Vous les classez en fait dans l'étape réalisée, et ainsi de suite. Donc, je reviens à expliquer sommairement planifier. Alors, planifier, qu'est-ce qu'on fait dans cette étape-là? La première des choses, c'est identifier d'abord le problème, puis identifier les possibilités d'amélioration, développer un plan d'action, c'est-à-dire le discuter, l'élaborer, et pour l'amélioration en fait du processus, ou pour résoudre en fait le problème. Dans la suite, l'étape réalisée, qu'est-ce qu'on va faire? C'est mettre en œuvre et mettre en place ce plan d'action. On va le mettre à une petite échelle, c'est-à-dire si c'est une grande entreprise, on va prendre juste une partie ou un process de cette entreprise-là, on va essayer en fait d'appliquer ce plan d'action d'amélioration, et par la suite, dans l'étape vérifiée, on va analyser les résultats de ce qu'on a mis en œuvre, c'est-à-dire évaluer est-ce que notre plan d'action a essayé à ramener en fait un plus. Si oui, ben on va essayer de généraliser ce plan d'action sur les autres process ou sur les autres parties en fait de l'entreprise. Sinon, on cherchera en fait à identifier le problème. Pourquoi ça ne marchait pas? Eh bien, on revient à l'étape planification et ça tourne. Jusqu'à on résout en fait le problème et on assure en fait la qualité du process. Alors, l'amélioration, qu'est-ce qu'on veut dire? Surtout lorsque je parle en fait d'amélioration ici, c'est réduire l'écart entre le besoin du client et le résultat du process. Alors, je rappelle, un client dans ce concept-là, il peut être un client interne, pas forcément un client à l'extérieur de l'entreprise. Et ça, je vais y revenir lorsque je vais parler en fait de l'approche processus. Un client interne, il peut être en fait, par exemple, si vous avez une chaîne de production 1 qui livre en fait un produit semi-fini à une chaîne de production 2 dans la même entreprise, je peux appeler la chaîne 2 comme un client interne de la chaîne numéro 1, et ainsi de suite. Alors maintenant, je vous demande l'exercice demandé, c'est de télécharger déjà les deux normes. La première, ISO 9000, qui est dédiée au vocabulaire utilisé dans toutes les normes, et le ISO 9001 2015. Vous allez prendre l'ISO 9001 2015, vous essayez en fait de faire une lecture superficielle, et après classifier en fait les chapitres et les parties de cette norme, qui sont un ensemble d'exigences, de les classifier dans le cadre d'une roue de PDCA, de mettre chaque chapitre correspond à la planification, par exemple dans une case de planification, et ainsi de suite. Et on va discuter ça dans une séance live prochainement.